De temps en temps, je reçois un message du style « J'aimerais ça me lancer en immobilier, mais c'est plus facile comme avant parce que maintenant, il n'y a plus de deals. » Je comprends pourquoi on peut penser ça parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de deals sur Centris sur du proprio. Puis quand il y en a, ben il y a une horde d'investisseurs qui vont se garrocher dessus, fait que la compétition est super forte. Puis je sais pas si tu as remarqué, mais moi je trouve que c'est toujours les mêmes investisseurs qui vont trouver les deals, donc il y a vraiment un phénomène de concentration. La vérité, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de deals sur Centris sur du proprio, puis c'est normal comme ça, parce que monsieur, madame, tout le monde qui veulent mettre leur propriété en vente, ben ils veulent avoir le meilleur prix pour eux. Nous, ce qu'on cherche en tant qu'investisseur immobilier, c'est une propriété en dessous de la valeur marchande. Mais c'est qui accepterait de vendre sa maison moins cher que ce que ça vaut vraiment? Bien ça, c'est les vendeurs motivés. Les vendeurs motivés, c'est des propriétaires qui doivent vendre rapidement leur propriété. Par exemple, si quelqu'un se trouve un emploi dans une autre région puis qu'il doit déménager rapidement, bien, il faut qu'il vende sa maison rapidement. Ou encore des héritiers qui viennent de recevoir une propriété en héritage dans une autre ville puis qui ne veulent pas s'en occuper, donc ils ne veulent pas avoir supporté cet immeuble-là. Ou encore quelqu'un qui est dans le processus de reprise bancaire et là qui doit vendre rapidement sa maison, sinon la banque va la saisir. Les vendeurs motivés sont tellement motivés à vendre rapidement qu'ils peuvent être beaucoup plus flexibles sur les conditions de la vente. Donc, ils peuvent accepter une baisse de prix ou du financement créatif, par exemple. Puis ça, c'est exactement ça qu'on cherche. Évidemment, c'est pas écrit dans leur front que c'est des vendeurs motivés. Donc, comment est-ce qu'on fait pour les trouver? À mon opinion, il n'y a pas beaucoup de vendeurs motivés sur le marché ouvert. Ce qu'on connaît là, Centris, du proprio, les choses comme ça. Là où il faut chercher les vendeurs motivés puis les vrais bons deals, c'est dans les marchés cachés. Les marchés cachés, comme le nom le dit, c'est des marchés ou des sources de deals qui ne sont pas accessibles à monsieur, madame, tout le monde. Ils sont cachés. Ils sont cachés parce que ça prend des connaissances spécifiques ou des connaissances pointues pour comprendre ces marchés-là, ou bien que ça prend un bon réseau, connaître les bonnes personnes pour pouvoir entrer dans ce marché-là. Il y a plusieurs marchés cachés, puis on peut les placer en forme d'entonnoir. Le haut de l'entonnoir, ça représente là où il y a le plus grand volume de propriétés, mais sont moins qualifiés. Il y a moins d'urgence de vente, il y a moins de vendeurs motivés extrêmement rapides. Puis, tout en bas de l'entonnoir, ben là, il y a un moins grand volume, mais c'est des deals presque clés en main. Donc, il y a plusieurs marchés. Il y a le marché, premièrement, ouvert. Ça, dans le fond, c'est ce qu'on connaît. C'est pas vraiment un marché caché. C'est Centris du proprio, par exemple. Ensuite, il y a la prospection de quartier. Ça, c'est l'art de parcourir un quartier pour trouver des maisons qui ont besoin d'amour. Ensuite, il y a les mandats expirés, annulés ou hors marché. Ça, c'est des données qu'un courtier immobilier peut nous fournir. Ça peut être des bons deals. Ensuite, le registre foncier. C'est là où on peut trouver, par exemple, les successions, les processus de reprise bancaire. Il y a des compagnies de services qui vont pouvoir être vos yeux et vos oreilles pour faire de la prospection de quartier, par exemple des inspecteurs en bâtiment, des exterminateurs, des facteurs qui vont pouvoir repérer pour vous des propriétés qui ont besoin d'amour. Le marketing en ligne, c'est l'art de faire venir à soi les vendeurs motivés, par exemple en faisant de la publicité Facebook ou en ayant un site Internet. Ensuite, il y a les pocket listings que les courtiers immobiliers peuvent vous fournir. Et les vendeurs de PA, c'est des prospecteurs qui vendent leurs promesses d'achat acceptées. Donc, des deals dans ces marchés-là, il y en a toujours. C'est tout à fait possible et faisable de trouver des deals dans les marchés cachés. C'est là qu'ils se cachent. Hey, j'ai envie de te mettre au défi. OK, mais qu'est-ce que tu avais en tête? Je te mets au défi de faire comme si tu te réveillais un matin et que tu avais tout perdu. Tu as perdu toutes tes connaissances, tu as perdu ton réseau, tu n'as pas de mise de fonds. Bref, tu dois recommencer de zéro pour trouver ton premier deal. OK, mais est-ce que je sais encore comment prospecter? Ben non, là, c'est pas juste. Il faut que tu te mettes dans la peau de quelqu'un qui n'a aucune connaissance particulière puis qui veut trouver son premier deal. OK, fait que j'ai juste mon ordi, mon cerveau puis ma capacité de travailler, c'est ça? Ouais, c'est ça. La seule chose que tu peux lui donner, c'est cette vidéo-là. La première étape pour trouver un deal, c'est de créer un système qui va générer un flow continu de deals potentiels. Mais avant de garnir ce flow-là, il faut d'abord décider qu'est-ce qu'on veut. Ça a l'air d'une question stupide, mais c'est vraiment important d'y répondre. Puis en plus, ça peut être beaucoup plus complexe que ça en a l'air parce qu'il y a beaucoup de facteurs à considérer. Le premier, c'est de choisir son type d'investissement. Ça peut être le multilogement, le flip, location-achat, location court terme, chalet locatif, construction neuve, subdivision de terrain, commercial, prêt privé, co-living, foyer de personnes âgées, il y en a plein. Il faut que tu en choisisses un en lien non seulement avec tes objectifs en immobilier, mais aussi avec ta personnalité, avec tes forces. Es-tu plus du genre sprinter ou marathonien?
Si tu es un sprinter, tu peux aimer ça avoir des revenus ponctuels, par exemple en faisant des flips ou de la revente d'offres d'achat. Si tu es plus marathonien, tu vas peut-être plus aimer le multilogement puis la location court terme. Il faut aussi que tu saches c'est quoi ton niveau de confort avec le risque. Par exemple, si tu es un jeune fonceur, tu n'as pas de mise de fonds, tu n'as pas nécessairement un bon dossier de crédit, mais que tu es super bon dans les relations interpersonnelles puis que tu veux bâtir ton capital, ben la revente d'offres d'achat, ça pourrait être désigné pour toi. De l'autre côté, si tu es un retraité qui veut sécuriser sa cagnotte de retraite, ben peut-être qu'un investissement plus standard dans le multilogement, par exemple, serait plus adapté. Le but, c'est de trouver un véhicule d'investissement, un type d'investissement qui fit avec tes objectifs et avec ta personnalité. Puis là, tombe pas dans le panneau, dis-moi surtout pas « Ah, je vais tout essayer puis je vais choisir ce que je préfère ». Non, ça marche pas comme ça. Est-ce que tu as essayé toutes les carrières avant de choisir ton métier? Non. Tu en choisis une, tu es devenu expert là-dedans, puis c'est comme ça que tu es devenu bon, justement. Donc, choisis un véhicule d'investissement, puis concentre tes efforts là-dedans, c'est comme ça que tu vas avoir des résultats. Je sais que ça peut être déchirant d'en choisir juste un ou de prendre une décision, mais de rester ouvert aux opportunités, bien, ça fait plus en sorte qu'on est aveuglé parce qu'on est submergé d'opportunités, puis on voit plus rien, finalement, on sait plus où se garrocher. Bref, choisis juste un type d'investissement, puis focalise-toi sur celui-là. OK, fait qu'une fois que tu as choisi ton type d'investissement, je te recommande de choisir une niche. C'est quoi une niche? Bien, il faut voir ça comme la clientèle que tu veux servir. À qui tu veux t'adresser? Quel genre de problème tu veux aider les gens à régler? Supposons que tu veux faire du flip. Est-ce que tu veux flipper des condos pour retraités qui veulent downsizer puis avoir un appartement haut de gamme? Ou tu voudrais plutôt flipper des maisons unifamiliales dans un quartier familial, justement, où les jeunes familles vont s'installer? Dans les deux cas, c'est des flips, mais c'est deux expertises complètement différentes. C'est correct d'avoir deux niches, par exemple les condos à Verdun puis les maisons unifamiliales à Brossard, c'est proche l'un de l'autre, mais plus que deux expertises, deux niches, ça c'est trop. Je pense que c'est mieux de focaliser sur une ou deux niches. Maintenant que tu sais ce que tu veux, on va regarder où trouver les deals, dans quel secteur trouver des deals. Comme la prospection, ça demande beaucoup de déplacements, ben moi, je te recommande fortement de choisir un petit secteur, un petit territoire et que ce territoire-là soit proche de chez toi. Puis quand je dis idéalement près de chez toi, ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit une corvée de traverser la ville pour aller prospecter loin de chez toi, parce que si c'est trop loin, ça va vraiment devenir lourd à gérer. Évidemment, si tu as choisi les chalets locatifs puis que tu habites en ville, ben, il va falloir que ce soit un petit peu loin de chez toi, mais essaie de trouver un secteur de villégiature qui est pas trop loin de chez toi, puis de prendre tous tes chalets dans le même secteur. Comme ça, tu vas pouvoir prospecter, tu vas pouvoir te rendre à ton lieu de prospection et prospecter dans un petit rayon. Je sais que ça peut être contre-intuitif de se limiter, mais moi, je pense sincèrement que c'est en choisissant un petit secteur puis en devenant expert de ce secteur-là qu'on peut avoir des résultats. Parce que quand on couvre un trop grand territoire, ben, on court tous les lièvres à la fois, puis on voit rien finalement, on n'attrape rien. Au contraire, je te recommande de choisir un petit territoire pour que ça devienne ton carré de sable. Tu vas pouvoir le connaître comme le fond de ta poche, puis c'est comme ça que tu vas pouvoir te démarquer de la compétition, tu vas pouvoir voir les deals avant tout le monde. Donc vraiment, se limiter, c'est se démarquer. C'est vraiment un avantage concurrentiel. Puis comment tu fais pour devenir expert de ce secteur-là, pour le connaître comme le fond de ta poche? Bien, j'ai une liste pour toi de choses que tu peux regarder. Tu peux maîtriser sur le bout de tes doigts les axes routiers, les transports en commun, les services, parce que ça donne beaucoup de valeur à la propriété. Tu peux consulter le zonage du secteur dans la carte interactive de la ville pour voir les usages autorisés, le nombre de logements et d'étages acceptés. Tu peux consulter les données de la SCHL, puis les données de Centris aussi, fait que ça, c'est des données sur le marché immobilier, des stats démographiques et immobilières. Tu peux aussi visiter toutes les propriétés à vendre dans ton secteur. Fait que ça demande beaucoup d'efforts, mais ça en vaut vraiment la peine parce que tu vas vraiment connaître le marché de ton secteur comme il faut, puis tu vas voir aussi qu'est-ce qui fait varier la valeur des propriétés. Tu peux aussi aller consulter Ziplex pour avoir le prix des loyers dans ton secteur. Tu peux consulter, discuter avec les gens du quartier, laisser ta carte d'affaires, parce que l'art de la jasette, c'est vraiment un atout majeur là, pour connaître tous les secrets d'un secteur. Tu peux utiliser Mediapost pour distribuer des flyers avec Post Canada. Tu peux aussi développer des relations avec des courtiers immobiliers dans ton secteur. Les courtiers immobiliers connaissent bien le secteur puis peuvent avoir des pocket listings, donc c'est vraiment bon de développer des bonnes relations avec eux. Phew! Fait que ça en fait beaucoup. T'es vraiment pas obligé de tout faire ça, tout connaître ça avant de te lancer. C'est quelque chose qui peut s'ajouter au fil du temps, mais ça peut te donner vraiment des bons conseils pour devenir expert de ton secteur. Fait que tu vois que choisir un petit territoire, ça va t'aider parce que devenir un expert, c'est pas mal de job.
Donc, on sait ce qu'on veut, quel type d'investissement on veut, puis on sait aussi dans quel secteur on veut les chercher. Maintenant, on est prêt à aller trouver nos deals. Donc, on a vu au début de la vidéo que les deals sont dans les marchés cachés qu'on a placés tantôt dans un entonnoir. Moi, je te recommande de choisir un seul marché caché pour devenir expert de ce type de prospection-là, pour devenir expert de ce marché-là. Il faut que tu comprennes le code. C'est quoi les règles du jeu de ce marché-là? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Une fois que tu es devenu expert de ce marché-là, là, tu peux aller en explorer un autre pour garnir ton flot de deals. Pour les fins d'exercice, je vais me concentrer seulement sur le marché caché du registre foncier dans cette vidéo-là parce que justement, dans une vidéo, je ne peux pas décrire en détail chacun des marchés cachés. Mais c'est pas grave parce que pour chacun des marchés cachés, les étapes sont les mêmes, donc ça va être facile à répliquer. Donc, dans le cas du registre foncier, le but pour obtenir un flot de deals, c'est d'aller consulter au registre foncier tous les actes notariés qui nous laissent croire que les propriétaires vont être en difficulté. Donc, on peut aller voir par exemple les successions, les préavis d'exercice qui sont dans le processus de reprise bancaire, les ventes pour taxes, etc. J'ai mis dans la description de la vidéo un e-book qui décrit tous les codes du registre foncier si tu veux apprendre à connaître ce marché-là et connaître toutes les règles du jeu. Bref, tu peux consulter le registre foncier tous les jours manuellement ou sinon, tu peux aussi utiliser des outils comme Mon Prospecteur qui fait tout le travail pour toi. Avec Mon Prospecteur, tu peux créer une alerte pour le secteur que tu as choisi, puis on t'envoie toutes les nouveautés publiées au registre foncier qui correspondent à tes critères. Fait que ça sauve pas mal de temps. Donc, peu importe la méthode que tu choisis, que ce soit manuel ou automatisé, tu vas avoir un flot de deals potentiels. Avec ça, c'est temps de passer à l'étape suivante. Maintenant que tu as un flot de deals bien garni et possiblement automatique, il faut cibler ceux qui sont le plus intéressants. Donc, le but de la deuxième étape, c'est de qualifier les deals. Pour ça, il faut les analyser pour voir ceux qui ont le plus de potentiel. Pour cibler les deals qui ont le meilleur potentiel et sur lesquels tu devrais concentrer tes efforts, il y a quelques facteurs à regarder. Est-ce qu'un deal, c'est toujours une propriété qu'on achète en dessous de la valeur marchande? Bien, à mon opinion, non. Une propriété que tu achètes à la juste valeur marchande peut très bien être un bon deal si tu as vu qu'il y avait une plus-value cachée. Par exemple, une maison délabrée sur un terrain qui est en vente à 200 000 $. Fait que si toi tu sais qu'en tant qu'expert que le terrain peut être subdivisé en 3 et que tu peux construire des maisons en rangée, bien ça peut être un super bon deal. C'est pour ça que j'ai mis ce facteur-là en premier, parce que même si la propriété est achetée à la juste valeur marchande, ça peut être un super bon deal. Pour voir s'il y a une plus-value potentielle, tu peux regarder si tu es capable d'ajouter un étage ou un loyer, si c'est zoné pour être capable de faire de la location court terme, si tu peux subdiviser le terrain ou si, par exemple, tu peux convertir le chauffage pour quelque chose de plus efficace. Évidemment, être un expert de ton secteur, ça va t'aider à voir cette plus-value-là potentielle beaucoup plus facilement, puis ça va te permettre de trouver beaucoup d'autres idées dans ton secteur. Le deuxième facteur qui permet de cibler les deals qui ont le meilleur potentiel, il est vraiment génial celui-là parce qu'il est automatisable, alors ça, on aime ça. Les indicateurs que je te recommande de regarder, c'est l'équité, le RPV puis les indices. Là, je le vois que tu as des yeux de même, alors je vais tout expliquer, fais-toi-en pas. Donc, je parle du fait que les propriétés qui sont dans ton flow deal sont des propriétaires potentiellement motivés à vendre en dessous de la valeur marchande. Donc, dans mon exemple du registre foncier, ce serait par exemple des gens qui sont en difficulté financière ou qui ont une succession. Ce qu'on veut trouver, c'est un vendeur motivé qui peut vendre à bon prix. Parce que ça ne sert à rien de prospecter une propriété qui ne peut pas être achetée à un prix intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver un bon deal. Fait que pour savoir si le propriétaire peut vendre à bon prix, c'est pour ça qu'on regarde l'équité puis le RPV. Les deux, ça représente un peu la même chose, mais il y en a un en dollars puis l'autre en pourcentage. Donc l'équité, ça va être finalement la différence entre la valeur de la maison puis ce qui reste à payer sur la maison. Donc plus l'équité est élevée, plus c'est un bon deal potentiel. Le RPV, c'est le ratio prêt-valeur. C'est dans le fond le pourcentage de dette qu'il y a sur l'immeuble. Donc, plus le RPV est bas, plus ça va être un bon deal. Les deux reflètent le même concept. Finalement, ils servent à mesurer la marge de négociation que tu pourrais avoir. Je vais te donner des exemples. Supposons que j'ai acheté une maison de 300 000 hier, puis je l'ai financée avec la SCHL. Donc, j'ai une hypothèque de 285 000 $. Là, supposons que ma mère est malade, puis je dois déménager dans une autre région de toute urgence. Mais je ne peux pas la vendre moins cher que 285 $ parce que je dois rembourser mon prêt hypothécaire. Donc, pour un investisseur, le 15 000 $ d'équité, c'est pas beaucoup, ça, considérant les frais de possession, les frais d'acquisition. Donc, ça ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre pour faire un profit. De l'autre côté, si ma grand-mère a une maison de 300 000 $ puis qu'elle n'a plus d'hypothèque, elle est complètement payée. Donc, si elle devait vendre rapidement,
mais elle pourrait la vendre à n'importe quel prix. C'est certain qu'elle ne va pas le vendre 50 000 $, mais il y a une grande marge de négociation. Donc, c'est ça que ça reflète l'équité et le RPV, c'est la marge de négociation à laquelle on peut réduire le prix. Donc, en gros, on peut viser une équité en haut de 80 ou de 100 000 $. Ça serait considéré comme très intéressant. Puis, au contraire, on vise un RPV en bas de 70 %. C'est la règle du pouce pour trouver un bon deal. Dans mon prospecteur, tu peux voir l'équité et le RPV qui sont automatiquement calculés dans le forfait pro pour les préavis d'exercice et les successions. Fait que ça, c'est vraiment extraordinaire parce que tu peux voir en un clin d'œil les deals qui ont le meilleur potentiel. Le deuxième indicateur que tu peux regarder pour cibler les deals qui ont le meilleur potentiel, c'est les indices. J'appelle ça indices parce que c'est vraiment des indices qui mettent en lumière des situations particulièrement intéressantes pour nous, les investisseurs immobiliers. Toujours dans mon exemple du registre foncier, le marché que j'avais choisi, les indices, ça pourrait être qu'il y a plusieurs héritiers. Donc, plus il y a d'héritiers, plus c'est facile de négocier une baisse de prix. Ça pourrait être un propriétaire qui a plusieurs propriétés qui ont reçu des avis, donc peut-être qu'il voudrait en vendre un pour sauver les autres. Ça peut être une propriété qui a reçu plusieurs avis dans un court laps de temps. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de chaud qui se passe sur la propriété. Ça peut être un propriétaire qui n'habite pas dans la maison qui a reçu l'avis, donc il y a moins d'attachement sentimental, c'est plus facile dans ce temps-là. Ça peut être un prêteur privé qui fait une reprise de finances parce que lui, contrairement aux banques, il est prêt à assumer une baisse de prix pour arrêter la saignée puis retrouver son argent. Donc, pour résumer les indicateurs qu'il faut regarder pour qualifier les deals, il y a l'équité, donc il faut regarder pour une équité en haut de 80 ou de 100 000 $. On peut regarder le RPV, il faut trouver un RPV en bas de 70 % et on peut regarder les indices qui mettent en lumière des situations particulièrement intéressantes. OK, donc si on fait une petite recap des facteurs qui vont nous aider à cibler les deals qui ont le meilleur potentiel, on a vu qu'il fallait regarder la plus-value potentielle et les indicateurs comme l'équité, le RPV et les indices. Supposons que je trouve une propriété qui a un super beau potentiel d'amélioration, mais je peux l'acheter au prix du marché puis faire un bon deal parce qu'il y a une belle plus-value à aller chercher. Puis si je trouve une propriété qui n'a pas nécessairement de potentiel d'amélioration, mais qui a une belle équité, bien, ça va être un bon deal assuré. N'est-ce pas? Ben non, pas vraiment, parce qu'il manque un ingrédient essentiel, c'est la motivation du propriétaire. Si le propriétaire n'est pas motivé à vendre, ben, il n'acceptera jamais de vendre en dessous de la valeur marchande, puis ça c'est tout à fait normal. Pour reprendre mon exemple de tantôt, si ma grand-mère a une maison de 300 000 $ qui n'a plus d'hypothèque, bien, il y a une super belle équité, mais si ma grand-mère elle veut rester dans sa maison, elle n'acceptera jamais de vendre en dessous de la valeur marchande puisqu'il n'y a aucun bénéfice pour elle. Pour avoir une grande marge de négociation, il faudrait que ma grand-mère soit dans une situation où elle a besoin de vendre rapidement, où elle veut vendre rapidement. C'est là que ça va être une occasion intéressante. Le dernier critère pour cibler des deals qui ont le meilleur potentiel, c'est donc de cibler des propriétaires, des vendeurs qui sont vraiment motivés à vendre. C'est ceux qui doivent vendre rapidement qui vont être flexibles sur le prix ou sur les conditions de la vente, puis c'est ça qu'on cherche. Puis pour cette étape-là, il n'y a malheureusement pas de formule magique, il faut contacter le propriétaire pour le savoir, il n'y a aucune autre façon d'automatiser cette étape-là. Cool! Maintenant, tu as ciblé ton flow de deals et tu as réussi à cibler les deals qui ont le meilleur potentiel. Donc, c'est sur ces deals-là que tu vas consacrer tes efforts. Fait que la prochaine étape, c'est de contacter ces propriétaires-là pour voir s'ils sont motivés à vendre. Donc, pour ça, tu peux te créer un fichier Excel ou un système pour consigner toutes tes démarches. Dans mon prospecteur, on a un outil qui sert exactement à ça. Ça s'appelle l'entonnoir. Donc, tu peux gérer toutes tes démarches à partir de là. Là, ici, il ne faut vraiment pas compliquer les choses. C'est vraiment pas le temps de passer des heures et des heures à regarder les actes notariés, à passer du temps à chercher des informations supplémentaires. Tout ce qu'on veut savoir, si le propriétaire est intéressé. Puis si on a une réponse, là, on poussera plus loin la recherche d'informations parce que si on fait la recherche d'informations tout de suite, on a comme la sensation de progresser, de travailler, mais au final, c'est comme travailler dans le vide parce que si le propriétaire n'est pas intéressé, bien, on vient juste de perdre beaucoup de temps. Donc, tu as ciblé les meilleurs deals potentiels, mais là, c'est le temps de contacter les proprios tout de suite. Cool! Maintenant, c'est le temps de passer sur le terrain et d'aller contacter les propriétaires. Donc, avant même de contacter le propriétaire, il faut que tu choisisses par quel moyen tu vas le contacter. Donc, tu peux le contacter en personne, au téléphone ou en lui envoyant une lettre. Nous, notre recommandation, c'est que tu le contactes en personne parce que c'est comme ça que tu peux vraiment créer une relation de confiance beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Puis, c'est aussi une bonne façon de te démarquer de toutes les lettres ou de tous les appels que le propriétaire va avoir reçus. Si tu n'es pas à l'aise avec le porte-à-porte, il n'y a pas de problème, tu peux choisir la méthode que tu veux, mais le plus important, c'est que tu sois en confiance. Mais fais-toi-en pas, il n'y a personne qui a ça dans le sang de cogner aux portes, fait qu'il faut quand même que tu sortes de ta zone de confort.
Bon, tu lui dis quoi? Le but du premier contact, c'est d'obtenir un rendez-vous. Là, il faut s'enlever la pression. Le but, c'est pas d'obtenir une offre d'achat acceptée dès la première fois qu'on lui parle. Parce que ça arrivera jamais que le propriétaire fasse « Ah, j'avais pas pensé à vendre ma maison, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Fait que je vais te la vendre à 70% de rabais, t'as l'air bien correct. » Non, ça arrivera jamais. Fait que là, il faut s'enlever la pression. Le but, c'est d'obtenir un rendez-vous de table de cuisine où on va pouvoir avoir une bonne discussion avec le propriétaire chez lui, pas dans le cadre de porte. Pour contacter le propriétaire, il y a deux méthodes. Il y a la méthode directe et la méthode indirecte. Il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre. Je trouve que ça dépend vraiment de ta personnalité et avec quoi tu es le plus à l'aise. Donc, dans la méthode indirecte, ça serait de dire simplement « Bonjour, je m'appelle Joanie, je cherche des maisons un petit peu comme la vôtre dans votre quartier. Est-ce que vous pensez vendre prochainement? » Quelque chose de super simple comme ça qui ne met pas la personne sur la défensive. Dans la méthode plus directe, on va vraiment dire c'est quoi nos intentions beaucoup plus rapidement. Fait que ça pourrait être quelque chose comme « Bonjour, je m'appelle Joanie, j'ai vu que la banque X vous donnait de la misère. Quand est-ce que vous voulez qu'on prenne un rendez-vous pour que je vous propose les solutions que j'ai pour vous aider? » Fait que là, on nomme déjà d'emblée c'est quoi le problème du propriétaire, mais on lui propose aussi des solutions. Fait que ça peut l'intéresser. Peu importe la méthode que tu choisis, la méthode directe ou la méthode indirecte, je te recommande de préparer et de pratiquer ton script, pas pour l'apprendre par cœur, mais pour que ce soit vraiment naturel à force de répétition. C'est comme ça que tu vas te sentir à l'aise d'aller contacter des propriétaires. Cool! Fait que si tu as réussi à obtenir ton rendez-vous, là, c'est le temps de préparer le rendez-vous de table de cuisine. C'est là qu'on va se pencher plus sur le dossier, aller chercher toutes les informations qu'on a besoin pour se faire une belle tête sur la propriété. Donc, une fois que tu as obtenu ton rendez-vous, tu vas pouvoir aller chercher l'index aux immeubles, fait que l'historique légal de la propriété, comprendre qu'est-ce qui se passe dans le dossier. Tu vas pouvoir aller chercher les comparables. Fait que moi, je te recommande de trouver des comparables hauts, des comparables bas. Donc, quand tu vas aller visiter la maison, ben, tu vas pouvoir voir, OK, ben ça c'est rénové ou ça l'est pas. Fait que tu vas pouvoir avoir une fourchette de valeur déjà en partant. Tu vas aussi pouvoir vérifier s'il y a une plus-value potentielle, par exemple en regardant le zonage, les usages autorisés, si on peut ajouter un loyer ou si on peut subdiviser le terrain. Donc ça, c'est super important. Et tu vas pouvoir calculer la zone bon deal. La zone bon deal, c'est un intervalle dans lequel c'est un prix gagnant-gagnant. Fait que le minimum, c'est un petit magot, par exemple 20 000 de plus que le solde hypothécaire. Et le maximum, c'est 70% de la valeur marchande. Fait qu'entre les deux, c'est tout un intervalle que c'est un accord gagnant-gagnant. Donc, en ayant ça en tête, tu vas pouvoir être bien préparé pour ton rendez-vous de table de cuisine. Le jour J est arrivé, c'est le jour du rendez-vous de la table de cuisine. Donc, dans ce rendez-vous-là, il y a deux buts. Le premier but, c'est de qualifier la propriété et le deuxième but, c'est de qualifier le propriétaire. Donc, pour qualifier la propriété, évidemment, quand tu vas arriver dans ton rendez-vous, tu vas pouvoir faire une visite de la propriété. À l'extérieur, évidemment, et à l'intérieur aussi, tu vas pouvoir visiter toutes les pièces. Puis là, je te recommande de prendre beaucoup de notes, de prendre des photos, des vidéos, parce que ça va t'aider après ça pour te faire une vraie idée de la valeur marchande de la propriété telle qu'elle est, puis de pouvoir évaluer aussi s'il y a des coûts de rénovation. Après la visite, c'est le temps de s'asseoir à la table de cuisine pour discuter avec le propriétaire. Et ça, c'est vraiment une étape clé. C'est dans cette discussion-là que tu vas avoir toutes les informations pour bâtir ton offre gagnant-gagnant. Fait que là, il faut que tu le fasses parler sur ses motivations, comment est-ce qu'il s'est rendu là, c'est quoi ses peurs, qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi ses enjeux. Puis là, ça va vraiment te donner de l'or en barre pour créer une offre gagnant-gagnant. Fait que le but, c'est vraiment de créer une relation de confiance avec le propriétaire. Il faut vraiment que tu te mettes dans ses souliers, que tu sois vraiment empathique pour vraiment tout connaître sur lui. Parce que c'est pas dans ce rendez-vous-là que tu vas obtenir une offre d'achat acceptée, à moins que tu sois un Jedi de la prospection. Le but, c'est d'obtenir le plus d'informations possible pour t'aider. Puis c'est là qu'il faut que tu crées le déclic dans la tête du proprio. Fait que il faut que tu lui fasses parler de ses problèmes. Toi, tu vas parler de ta solution. Il faut que le propriétaire comprenne que toi, ta solution, ça va vraiment régler son problème. On dit que la prospection, c'est un art 80% humain, mais là, c'est ici que ton savoir-être est vraiment essentiel. Parce qu'un accord gagnant-gagnant, c'est pas toujours exclusivement monétaire. Par exemple, si un propriétaire qui voit ça comme une montagne de déménager, bien, tu peux lui proposer d'engager des déménageurs pour faire les boîtes puis l'aider à déménager. Fait que ça peut vraiment lui enlever là, un lourd poids sur les épaules. Ou au contraire, si c'est un héritier qui a hérité d'une maison de ses parents, par exemple, qui est remplie de stocks,
Là, il ne sait plus trop comment trier. Fait que tu peux juste lui dire, regarde, prends ce que tu veux. Moi, je vais m'occuper du reste. Donc ça peut vraiment aider les héritiers à les soulager. Donc ça peut être une bonne solution si c'est pas juste gagnant-gagnant. Donc pour ça, il faut vraiment que tu sois à l'écoute, il faut que tu sois à l'empathie, il faut que tu poses des questions ouvertes pour vraiment comprendre c'est quoi les enjeux, c'est quoi les blocages du propriétaire pour pouvoir avoir les infos pour créer une offre gagnant-gagnant. Donc, à ce stade-ci, on a toutes les informations en main sur le propriétaire et la propriété pour bâtir notre offre gagnant-gagnant. Donc, on retourne à la table à dessin pour évaluer le risque puis proposer des solutions, des scénarios avantageux au propriétaire. Donc, avec les infos complètes de la propriété, c'est le temps d'évaluer si c'est un deal rentable ou pas. Donc, tu vas prendre tes chiffres, tu vas les rentrer dans ton calculateur de flip, de multilogement ou de location-achat, puis tu vas évaluer si c'est un projet qui est rentable ou pas. Donc, c'est ici que ça passe ou ça casse, tu vas prendre ta décision selon si les chiffres fonctionnent ou pas. Pour que ce soit une offre gagnante pour toi, la règle du pouce est d'offrir en bas de 70% de la valeur marchande. Pourquoi 70? C'est vraiment une règle du pouce. C'est à cause des frais d'acquisition, des frais de possession, les rénaux, les imprévus. Offrir 70% de la valeur marchande, ça te laisse 10-12% de profit. Fait que ça, c'est quand même intéressant. C'est maintenant le temps d'évaluer aussi si le projet est risqué. Est-ce que tu vas être capable de faire le projet tout seul? Si tu as besoin de partenaires, est-ce qu'il va y avoir assez de profit pour tout le monde? Puis, est-ce qu'il y a moyen d'avoir des partenaires qui ont des forces spécifiques qui vont pouvoir minimiser le risque, par exemple? Donc, tout ça, c'est des choses à évaluer. Puis, c'est aussi le moment de décider qu'est-ce que tu vas faire avec l'offre d'achat si jamais elle est acceptée. Est-ce que tu vas faire le projet tout seul? Est-ce que tu vas le faire avec des partenaires? Est-ce que tu vas revendre l'offre d'achat? Donc, c'est vraiment ici qu'il faut que tu crées tes scénarios, puis c'est ici que c'est un go ou un no-go que tu vas prendre ta décision. Si c'est un go, yes, c'est le temps de préparer 2 scénarios pour le propriétaire. Un scénario s'il veut garder sa maison, donc tu peux lui offrir une location achat ou un prêt privé. Puis un autre scénario s'il veut vendre sa maison, donc tu peux lui proposer d'acheter sa maison ou de faire un partenariat avec lui. Pourquoi c'est important de proposer 2 scénarios? C'est parce que si tu proposes juste un scénario, c'est un peu comme s'il y avait juste une solution. Fait que c'est comme binaire, c'est oui ou non, blanc ou noir. Fait que si c'est un non, il n'y a pas de solution de rechange. Mais si tu proposes plus que 2 solutions, là, le cerveau se met en mode comparaison, il va tout lister les pour, les contre. Donc là, on rentre dans une routine infernale. Fait que 2 solutions, je pense que c'est un bon juste milieu. Tu lui offres 2 solutions, il peut choisir, il peut avoir la sensation d'avoir pris une bonne décision. Une fois que tu as préparé tes 2 scénarios, c'est le temps de reprendre rendez-vous avec le propriétaire pour que tu puisses lui suggérer, lui proposer les solutions que tu as à lui offrir. Donc, commence par lui proposer tes 2 scénarios, vois avec lui les avantages et les inconvénients de chacun. Puis, pour que ce soit plus naturel, je te recommande vraiment de te pratiquer avec un ami de façon verbale pour que ça sorte de façon plus fluide. Parce que c'est encore le moment ici de ressortir tes qualités humaines d'écoute, d'empathie, ta bonne communication pour faire en sorte de bien communiquer le message de façon verbale et non verbale. Comme tu sais déjà d'avance ça va être quoi les objections du propriétaire, je te recommande vraiment de les préparer d'avance. Donc si le propriétaire dit c'est trop cher, toi tu vas avoir déjà préparé ton argument. Fait que non seulement ça va te rendre beaucoup plus confiant, parce que tu vas déjà avoir préparé ta réponse, tu vas être plus sûr de toi, mais tu vas aussi avoir plus de chances de conclure la vente. Donc, je te recommande vraiment de te pratiquer. Puis si tu avais bien fait ton rendez-vous de table de cuisine où le propriétaire avait compris que ta solution allait vraiment régler son problème, ça va être une formalité qui va accepter ton offre. Parlant d'offres, s'il n'y a pas de courtier immobilier dans la transaction, tu peux utiliser le modèle d'offre d'achat de Duproprio, même si la propriété n'est pas sur Duproprio, c'est un contrat qui est ouvert à tout le monde. Donc, tu peux le trouver sur leur site Internet. Tu peux évidemment modifier cette offre d'achat-là pour qu'elle soit plus facile pour revendre ton offre d'achat. Donc, pour ça, tu dois écrire ton nom dans l'acheteur et ou personne désignée. Donc, ça te donne le droit de revendre ton offre d'achat. Mais il ne faut pas que tu oublies de rayer la clause qui dit que l'offre d'achat ne peut pas être cédée. Bon, j'ai mis cette étape-là à la fin, mais dans le fond, les suivis, ça se fait pendant tout le processus de prospection. Parce qu'on ne vit pas dans un monde de licorne, fait que c'est pas vrai qu'au premier contact, tu vas avoir tout de suite ton rendez-vous de table de cuisine, puis qu'au moment où tu vas faire ton offre, le proprio va accepter tout de suite. Donc, c'est vraiment important de faire des suivis tout au long du processus. Donc, après le premier contact, tu vas faire des suivis jusqu'à ce que le proprio accepte d'obtenir un rendez-vous. Puis, après le rendez-vous, tu vas prendre un autre rendez-vous tout de suite pour lui présenter la solution. Puis, une fois que tu as présenté ta solution, là, tu vas faire encore des suivis jusqu'à temps que le proprio accepte. C'est important de faire des suivis réguliers parce que les propriétaires qui sont en difficulté financière, souvent,
ils se sont retrouvés là parce qu'il y a eu un manque d'organisation dans leur vie. Fait qu'il ne faut pas prendre pour acquis qu'ils vont nous rappeler à la date qu'ils nous ont dit. Il faut vraiment être proactif puis nous les aider à s'organiser. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de faire des suivis constants. Puis comme je le disais tantôt, dans mon prospecteur, il y a une section l'entonnoir qui est faite spécialement pour ça. On peut voir toutes nos démarches de prospection au même endroit pour éviter que les dossiers, que les propriétés tombent dans des cracks pour nous obliger à faire nos suivis régulièrement. Personnellement, je trouve que les suivis doivent se continuer jusqu'à temps que le propriétaire ait trouvé une solution à son problème. Donc, la solution, c'est pas nécessairement toi, ça peut être un autre investisseur ou le propriétaire peut avoir trouvé une autre solution, une autre façon de s'en sortir aussi, mais je te recommande de faire des suivis jusqu'à temps que le propriétaire ait trouvé une solution parce que, encore là, ça établit la connexion avec le propriétaire, tu t'informes vraiment de lui s'il a trouvé une solution, puis si jamais le propriétaire est en problème éventuellement, tu vas avoir un bon pied dans la porte pour offrir encore une fois ta solution. À ce stade-ci de la vidéo, j'ai probablement perdu 80-90% des gens. Mais si tu écoutes la vidéo jusqu'ici, c'est que tu es probablement vraiment intéressé à trouver des deals en immobilier. Mais si c'est le cas, je t'invite à rejoindre un groupe de gens que je vais accompagner personnellement. Il y avait vraiment beaucoup d'informations dans cette vidéo-là, puis je m'attends pas vraiment à ce que tu sois capable d'appliquer ça tout d'un coup. Dans le fond, mon but, c'était juste de montrer c'était quoi les 4 grandes étapes pour trouver des deals. Si tu veux te lancer en immobilier aujourd'hui, mais il n'y a jamais eu autant de formations, de podcasts, de livres de disponibles. C'est un avantage, mais ça a aussi l'inconvénient que des fois, on peut complètement se sentir submergé par des informations qui sont des fois contradictoires. Parce que c'est dur de savoir par où commencer. Comment est-ce qu'on trouve les deals? Comment est-ce qu'on les analyse? Comment faire pour savoir si on offre un bon prix? Est-ce que ça, c'est un projet qui est risqué? C'est difficile. Puis, en plus, ce qui est vraiment plate, c'est que des fois, on peut même pas en parler avec notre entourage parce que ça veut pas dire que les gens qui sont autour de nous, ils connaissent ça, l'immobilier. Oui, évidemment, investir en immobilier, c'est possible. On le voit. À tous les jours, il y a des gens qui trouvent des deals puis qui font des investissements. La chose qui te manque, dans le fond, c'est de savoir c'est quoi les étapes, d'avoir quelqu'un qui va t'accompagner à travers ces étapes-là. Mais c'est exactement pour ça qu'on a créé le défi prospection. Le défi prospection, dans le fond, c'est un défi dans lequel on va te guider main dans la main pour trouver ton premier ou ton prochain deal en 21 jours. Ça semble être une grosse promesse, mais on est bien équipé. Bon, le défi prospection va t'amener 3 choses pour t'aider à trouver des deals. Des leçons vidéo et une mission à accomplir par jour. Donc, on va voir, par exemple, comment définir ton secteur, comment définir tes objectifs, comment obtenir un flow de deals automatique, comment cibler les deals qui ont le meilleur potentiel, comment contacter le proprio, comment évaluer le risque, comment déposer une offre d'achat. Fait que ça, c'est toutes des choses qu'on va voir. Deuxième chose, une super belle communauté de gens engagés. Fait qu'imagine si tu avais des dizaines d'investisseurs immobiliers qui partagent tes idées, tes valeurs, tes objectifs pour vous encourager chaque jour à avancer. Fait que le réseau Mon Prospecteur et notre groupe Facebook privé, ça sert à ça. Troisièmement, un accompagnement personnalisé 2 fois par semaine dans le groupe Facebook. Il va y avoir des lives de questions-réponses. Tu vas pouvoir poser toutes tes questions individuellement. Ma garantie, c'est que tu ne vas jamais être bloqué. Au fond, la question, c'est est-ce que tu es prêt à relever le défi? Est-ce que tu es prêt à faire un sprint de prospection pendant 3 semaines pour sortir de ta zone de confort, passer à l'action, puis trouver ton premier ou ton prochain deal dans les 21 jours? Si oui, clique sur le lien en bas dans la description pour joindre le défi. On va vraiment être content de partager cette aventure-là avec toi. Encore une fois, le défi prospection, ça t'offre 3 choses, des leçons et des missions quotidiennes pour vraiment passer à l'action, une communauté motivante et engagée, puis un accompagnement personnalisé pour jamais être bloqué. Donc, si ça te tente de relever le défi, inscris-toi au défi prospection en lien dans la description. Puis sur ça, je te souhaite bonne prospection.